Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du non-stop info au sommaire de l'actualité. Fin de l'aide onusienne pour la lutte contre les FDLR en République démocratique du Congo. Une décision prise avant l'ultimatum fixé au 13 février et demandant aux autorités quinoises de remplacer deux généraux figurant sur une liste d'officiers indésirables établie par la mission des Nations Unies, la MONUSCO. Touché de plein fouet par le fléau Boko Haram, le Nigeria a repoussé la tenue des élections générales, initialement prévues le 14 février. Les scrutins n'auront pas lieu avant le 28 mars. À 6 semaines du scrutin, focus sur le bilan du président Goodluck Jonathan, candidat à sa propre succession. Au Zimbabwe, 17 tonnes d'or ont été extraites en 2014. Malgré ces résultats encourageants, les exploitations d'or du pays enregistrent des difficultés financières. Elles pointent notamment du doigt les charges électriques jugées beaucoup trop élevées. En République démocratique du Congo, les Nations Unies suspendent leur participation aux opérations de l'armée congolaise contre les rebelles rwandais des FDLR, les forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Sans attendre la fin du délai fixé au 13 février, les Nations Unies ont mis leurs menaces à exécution. L'ONU et Kinshasa sont en désaccord sur la désignation dans l'est du pays de deux généraux accusés de violation des droits de l'homme qui sont Bruno Mandevou et Sikabwe Fall. La ville de Difa au Niger soumise aux assauts de Boko Haram. Après plusieurs jours de violentes attaques sur son propre territoire, le Parlement nigérien réuni à Niamey ce lundi a approuvé l'envoi de troupes au Nigeria dans le cadre de la force régionale pour lutter contre le groupe terroriste. Les explications avec Ibrahim Ndiaye. Le Parlement nigérien vote l'envoi de troupes au Nigeria. La résolution a été votée à l'unanimité par les 120 députés ce lundi soir. Elle permettra l'envoi de soldats au Nigeria dans le cadre de la force régionale composée de 8700 militaires pour lutter contre le groupe islamiste armé Boko Haram. Le Nigeria et le Tchad devraient apporter chacun entre 3200 et 3500 hommes, tandis que le Cameroun et le Niger enverront 750 soldats chacun. Dans le cas du Mali, nous avons déploré le fait que ce soit les autres pays hors Afrique qui soient intervenus avant nous-mêmes, les Africains. Je crois que c'est ce que nous sommes en train d'éviter dans le cas de Boko Haram. C'est pourquoi j'apprécie la mobilisation des pays du bassin du lac Tchad et du Bénin dans ce dossier. La force multinationale aura son quartier général à N'Djamena et aura pour mission de recouvrir les pays du bassin du lac Tchad. Elle devra être opérationnelle dès le mois de mars. La participation du Niger dans cette coalition est non négligeable dans la guerre contre le terrorisme. De décider de rentrer en guerre est une décision qui vient à point nommé. Il n'y a pas de surprise majeure parce que, compte tenu de la mobilisation régionale qui s'est faite ces derniers temps, on s'attendait justement à ce que cette décision soit prise au niveau du Parlement. Maintenant, c'est une bonne nouvelle. Il y a d'autres défis qu'il va falloir relever. C'est que le Niger décide pleinement et officiellement de rentrer en guerre contre Boko Haram va certainement amener l'adversaire à accroître ses frappes sur le territoire. On a observé ces derniers temps qu'il y avait des attentats à l'explosif et peut-être que cela va continuer. Donc c'est bien de mettre en place une force pour lutter contre Boko Haram, mais il faut aussi renforcer le dispositif de sécurité intérieure. Rappelons que le Niger a subi deux premières attaques simultanées de Boko Haram ce vendredi 6 février dans la ville de Bosso et Difa, dans le sud du pays, attaques au cours desquelles 109 islamistes ont été tués. L'armée du Niger a déploré de son côté la perte de 4 militaires et un civil. Sous le feu du groupe islamiste Boko Haram depuis quelques jours, le gouvernement du Niger a pris la décision en Conseil des ministres extraordinaire de décréter l'état d'urgence dans toute la région de Difa ce mardi 10 février. Calme précaire à Bria en Centrafrique. Cette ville de l'est du pays a été le théâtre d'affrontements violents entre les ex-Séléka et forces internationales de Sangaris et MINUSCA. Des combats avaient éclaté quand les missions internationales ont tenté de reprendre les bâtiments officiels occupés par les ex-Séléka. Le bilan fait état d'au moins 6 victimes du côté du groupe armé et plusieurs civils auraient également été tués.
Le Nigeria se prépare à la tenue des élections générales en mars prochain. À 6 semaines de ces échéances, la question du bilan du président sortant et candidat à sa propre succession, Goodluck Jonathan, est au cœur du débat. Les partisans mettent en avant des avancées, notamment dans le domaine des infrastructures. Ses détracteurs, eux, mettent l'accent sur l'insécurité grandissante avec la menace de Boko Haram. Un reportage d'Afolake Olinloye, notre correspondante au Nigeria. Pour se faire réélire comme président de la République fédérale du Nigeria, le président Goodluck Jonathan axe sa campagne sur l'économie nigériane. Le président sortant promet encore aux Nigériens l'amélioration de leurs conditions de vie, ce qui ne convient pas à tout le monde. Le Nigeria n'a pas besoin d'un gentil président maintenant. Nous avons besoin de quelqu'un qui est prêt à s'attaquer au plus gros problème du Nigeria, qui est la corruption. Et le président dit clairement que la corruption n'est pas le plus grand défi. Sur cette prémisse seule, je pense qu'il est tout à fait inapte à continuer. Vous ne pouvez pas vous accoquiner avec la corruption et attendre que le Nigeria fasse une croissance significative. C'est complètement insensé. Cependant, les partisans et sympathisants de Goodluck Jonathan sont nombreux. Pendant les 4 ans passés à la tête du Nigeria, il a construit les chemins de fer, restauré le secteur agricole, parmi tant d'autres. Et pour certains, cela a son importance. Je pense qu'il devrait revenir. Notre chemin de fer n'a pas été en fonction pendant tant d'années, mais maintenant ça marche. C'est d'une grande utilité à l'agriculture pour les gens de Kaduna en particulier. Le prix du riz a été stable pendant un certain temps maintenant. La grande mesure est encore 10 000 naira. Je ne peux pas dire qu'il devrait revenir ou pas. Seul Dieu peut décider. Donc nous devrions laisser chaque chose dans la main de Dieu. L'élection présidentielle est prévue pour le 28 mars. Le président sortant sera face à 14 autres candidats, dont l'ancien président Buhari. Dans le reste de l'actualité, c'est l'économie. Outre le platine ou encore le diamant, la production d'or occupe une part non négligeable des ressources minières du Zimbabwe. La plus grande exploitation aurifère du pays, Moana Africa, s'est récemment plainte de difficultés financières. Pour elle, le coût de l'électricité nécessaire au fonctionnement de la société est beaucoup trop élevé. Cassie Webi-Martel. C'est l'association la plus importante entre le Zimbabwe et un pays étranger depuis l'indépendance du pays en 1980. La Société nationale Penn Investment et l'organisme russe Afronet ont commencé les travaux de la première raffinerie de platine au Zimbabwe. Un projet qui se chiffre à 3 milliards de dollars et qui s'installera sur le gisement de Darwendele, à 60 km de la capitale Harare. L'exploitation devrait à maturité pousser la production de platine nationale à 28 tonnes par année. Une donnée conséquente quand on sait que la production annuelle mondiale de platine ne dépasse pas les 230 tonnes. L'avènement des Russes sur la scène du platine au Zimbabwe apportera 250 000 onces, soit plus de 7 tonnes supplémentaires à notre sortie courante évaluée à 430 000 onces, soit 21 tonnes au cours des 36 prochains mois. La première phase d'exploration a commencé en 2014 et s'étendra jusqu'en 2017. La capacité du gisement de Great Dyke est estimée à 1134 tonnes. Cela pourrait permettre au Zimbabwe de talonner le plus grand producteur de platine, l'Afrique du Sud. Au début de l'année 2015, Johannesburg avait extrait pour 25 tonnes de platine. L'Afrique a été divisée de manière arbitraire en termes de pays, mais ses ressources s'étendent sur plusieurs pays. Et une optimisation de leur exploitation amènerait à l'exploiter sur toute l'étendue où il se trouve. Donc, si on arrive à harmoniser ces politiques, ça permettrait de pouvoir avoir un partenariat gagnant-gagnant, un peu comme dans certaines industries, les structures arrivent à harmoniser leur politique. L'exploitation pourrait également être bénéfique pour lutter contre le chômage. Selon le président du conseil d'administration de la société, le projet devrait permettre la création de 15 000 emplois. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.